druide informatique, créateur d'Antidote, s'associe à l'AAAO, à l'UQO et à Coiffure et Esthétique Beauregard dans la diffusion de cette émission. Lorsqu'on dit des mots, dans le fond, on transmet surtout un message. Et un message, on peut le transmettre de différentes façons, par des images, par de la musique, par de la voix, par la littérature. Mais ce qui est important, c'est de communiquer quelque chose à l'autre, sans doute, et comment l'autre le reçoit. Aujourd'hui, on s'intéresse à la façon dont la radio, les arts, la littérature transmettent et font diffuser une culture. Je suis présentement avec Sébastien Aubin, un artiste. Bonjour Sébastien. Bonjour. Peux-tu me présenter un peu ta pratique artistique à toi? Moi, ma pratique à moi, je fais de la vidéo, je fais aussi des sons, de la musique et aussi de la typographie. Je prends aussi, j'aime aussi utiliser des éléments qui sont comme des caméras jetables, tout ça, pour savoir, parce que justement, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir comme produit, fait que je ne suis pas en train de calculer, je suis en train de prendre, c'est ça, je suis en train de prendre l'élément présent qu'on voit à ce moment-là. Mais l'élément, tu parles d'éléments, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ta pratique actuellement? Là, en ce moment, c'est vraiment les choses qui font partie d'une communauté, mais qu'on traite pas comme quelque chose d'important. On va dire que voilà, en ce moment, les chiens de réserve, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup, parce que on disait qu'ils sont résilients, ils viennent de la communauté, pourquoi ils sont encore là? Des fois, ils sont détachés, tout ça, de la vie commune, mais ils sont encore là. Je sais pas, je trouve ça vraiment fascinant. Puis en plus de ça, pour l'homme, le chien est quand même assez important, un peu comme les chevaux jusqu'à un certain point. Fait que j'essaie de prendre des éléments dans ma pratique qui assemblent justement un discours qui fait en sorte que la personne qui regarde les œuvres fait sa propre interprétation de ce qu'il regarde. J'essaie de mettre des mots, des éléments, des visuels, les sons qui se rapportent à des choses qu'on peut peut-être reconnaître, mais mis ensemble, ça fait un peu... on se demande pourquoi c'est ensemble jusqu'à un certain point. Okay, ouais. Ça déstabilise un peu le spectateur, dans le fond, le regardant. Puis, est-ce que tu es d'origine Cri? Oui, je suis d'origine Cri. Ma mère est Cri au Pasquayac Cree Nation. C'est de là que ma réserve. C'est là que je suis enregistré. J'ai jamais grandi sur réserve. Je suis né au Manitoba, mais j'ai grandi dans l'Outaouais. Mon père est métis, malicite, descendance malicite et descendance française. Mais il se dit malicite. C'est pas métis. C'est quoi ta généalogie? Il est métis. Okay. Fait qu'on laisse ça. Mais lui, il a probablement une meilleure définition de comment le décrire. Ouais. Précisément. Mais est-ce que ça t'influence un peu dans ta pratique artistique? Tu as parlé de réserve tantôt, mais est-ce que cette origine-là, est-ce que tu la portes un peu dans ta pratique? Bien, c'est sûr que je me base par rapport à d'où que je viens. C'est pas... ça fait partie d'un... Comment je pourrais le dire? Comme une mémoire sanguine, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon ADN, ça fait partie c'est une généalogie qui date de loin, je peux pas non le reconnaître, mais je sais pas de l'interpréter nécessairement dans mon art. Bien, c'est sûr que... Ça transparaît dans le fond. Oui, c'est ça, c'est sûr que l'amalgamation de toutes ces descendances-là fait partie de moi, fait que je peux pas en négliger une, il faut que j'essaie de toutes les respecter. Je peux pas, je suis pas à l'encontre ou je négocie pas quoi que ce soit. Si je veux le faire, je le fais. C'est plus une affaire de... Je sens que j'ai toutes ces mémoires-là, tous ces esprits-là à l'intérieur de moi. Fait que je peux... Tu les portes dans le fond d'une façon ou d'une autre. Ouais. Puis, dans le fond, tu aides à diffuser un peu ce que tu portes dans ton art, comme de la vidéo. Tu as fait un court-métrage qui s'appelle Yellow. Ouais. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Je vais te réinviter à parler de tes projets. Oui. Pour l'instant, je vais demander à un chercheur et un auteur de venir discuter avec moi de la façon dont ils observent et ils contribuent à la diffusion de la culture. Je te remercie. Merci beaucoup. Je suis présentement en compagnie d'Éric Paulus, étudiant au doctorat en communication, et Marc Scott, auteur, écrivain et acteur culturel. Bonjour, messieurs. Bonjour.
On parle de diffusion, on parle de produits artistiques et de communication. Marc, vous faites de l'écriture, de la littérature depuis un certain temps déjà. Oui, depuis pas mal de temps. Donc, quel genre de livres vous publiez? Moi, j'ai écrit des romans jeunesse, mais j'avais commencé avec des contes et récits de l'Outaouais, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de livre dans la région qui parlait de nos histoires canadiennes, françaises ici. Mais aussi, ça a débordé sur certaines histoires autochtones, parce qu'il y a toujours eu des Autochtones dans la région. Alors, puis j'écris maintenant des romans policiers. OK. Mais à un moment donné, j'ai décidé d'écrire Légendes autochtones, qui se trouve être un projet que je chéris, que je chérissais et que je continue de chérir. C'est quelque chose qui vous occupe. Qu'est-ce qui vous a amené, dans le fond, à vouloir faire un recueil de légendes autochtones? Bien, il y a deux raisons. La première, c'est que ma grand-mère était Inou, puis elle demeurait chez nous pendant à peu près 14 ans, et elle nous a élevés, mon frère et moi. C'était notre gardienne préférée. Mais aussi, c'est de voir les images qu'on donnait des Autochtones à la télé, dans les journaux, etc., qui étaient souvent négatives. Puis moi, ayant grandi avec ma grand-mère, je savais qu'il y avait tellement de beau, tellement de mysticisme, tellement de culture là-dedans, que j'ai décidé d'écrire un livre qui pourrait montrer, si on veut, l'envers du décor. Donc, servir de la littérature pour diffuser autre chose de la culture, puis de la partager avec le plus de gens possible. Exactement, finalement. oui. Mais c'est un peu le rôle des radios communautaires, justement. Éric, tu as un parcours qui t'a amené à t'intéresser à la radio communautaire. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours avant de parler de ta recherche? Au-delà de la radio communautaire, c'est la radio autochtone. OK. Et c'est là le lien avec ma recherche. Ouais. Oui, j'ai la radio communautaire qui opère beaucoup comme la radio autochtone le fait. Et c'est le projet... Tout est lié. Hein. Si je parle de mon projet, c'est que l'utilisation de la radio pour une pérennisation de langue, de culture, de tradition, c'est ça l'objet de ma recherche, dans le fond. Parce que la communauté autochtone, depuis l'arrivée de l'homme blanc, et là on parle de 1876, le premier gouvernement canadien qui décide, britannique, qui décide de passer à la loi sur les Indiens, qui était la loi, probablement la pièce de législation la plus raciste qui a jamais été promulguée dans un parlement. Il voulait l'éradication, carrément, des peuples autochtones, mais pas physiquement. Il voulait complètement effacer la langue, la culture, les traditions, pour en faire de bons petits blancs. Il y a eu tout le scandale dont on a tous entendu parler des écoles, les residential schools, en anglais, les écoles de réforme, où il y a non seulement eu acculturation forcée, il y a aussi violence physique. Il y avait plus de risques pour un enfant dans cette école-là de mourir que d'un soldat qui allait à la Première Guerre mondiale. Okay. C'était 1 sur 26 à la Première Guerre mondiale et 1 sur 25 pour les enfants amérindiens dans les collèges religieux. Donc là, tu dépeins une réalité difficile qui s'est passée, qui a eu cours. C'était un effort concerté pour effacer toute trace d'une culture, et de cultures multiples. Et qu'est-ce qui se passe avec ça maintenant? Pourquoi t'intéresser à la radio dans ce sujet-là? Quel rôle que ça a? La plupart des réserves autochtones au Canada ont une radio. OK. OK? La plupart sont exemptées de licence, dans les termes du CRTC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres services de radio que le Radio-Canada et CBC et la radio de la réserve. Le but de ma recherche, c'est de savoir si, parce que dans la recension des écrits que j'ai faits jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de l'éducation, évidemment, mais l'éducation telle que faite par les Blancs, c'est pas efficace. Ce n'est pas culturellement adapté au mode de vie de la plupart des nations autochtones. Alors, l'inclusion des aînés dans la transmission des connaissances et des histoires, est-ce que ça se fait en classe? Est-ce que ça se fait à l'aide de la radio? Parce que la radio est mobile. Tout le monde peut avoir un transistor avec lui ou elle. Sur ses téléphones cellulaires, c'est du service cellulaire. C'est de savoir, donc, est-ce que c'est un... Oui, c'est un outil, mais à quel point est-ce qu'il est utilisé? Et est-ce que c'est un outil utile pour la pérennisation des langues, traditions? Parce que la plupart des Autochtones qui ont été dans ces écoles-là sont en réappropriation eux-mêmes de leur langue et de leur culture parce qu'on les avait forcés à tout oublier et à ne pas les pratiquer. Donc, oui, il y a l'éducation des enfants, mais il y a aussi l'éducation des adultes. Et c'est ça, je pense que les jeunes ne comprennent peut-être pas tout à fait avec la question amérindienne, c'est qu'il y a un énorme pan de la population autochtone au Canada qui est en quête de réappropriation de sa langue, de son identité. Il y a différents moyens pour y arriver, dans le fond. Puis... Il y a différents moyens, différents outils, et moi, je regarde l'outil appelé radio. Tu as observé aussi l'outil radio dans un autre contexte, au Mali, dans ton projet de maîtrise. Donc, qu'est-ce que tu as pu observer dans ce contexte-là?
Bien, c'est une vieille. Tu vas me dire que c'est une lapalissade, mais une radio qui parle dans la langue du peuple risque d'être mieux comprise que dans une radio qui parle dans une langue étrangère. Évidemment. Au Mali, on disait que 82 d'analphabètes. C'est vrai, dans la langue du colon. Mais dans leur langue, il y a 27 nations, il y a 27 communautés linguistiques différentes au Mali. Bien, les Bozos parlent le Bozo. Toutes les nations comme ça, tous les groupes parlent leur propre langue et la maîtrisent très bien. La plupart n'ont pas d'alphabet. Est-ce que ça fait d'autant des analphabets? 2,5 des langues parlées sur la planète ont un alphabet. C'est quand même peu. Ça veut dire que, par la force des choses, 97,5 des gens de la planète sont analphabets. Ah non, c'est que l'essence des mots se transmet autrement, évidemment. Exactement. C'est une question de culture orale, qui était celle des Amérindiens, qui se rapproche de celle des griots en Afrique de l'Ouest, où des gens peuvent te raconter l'histoire des 3000 dernières années de la famille, de la vie de la famille, ils peuvent te la raconter comme ça. Pourquoi? Parce que de père en fils, la famille de griots qui est attachée à telle famille se raconte l'histoire. Évidemment que ça embellit un petit peu. Oui, mais justement, des histoires, j'imagine que Marc a dû en entendre beaucoup parce que là, il y a eu ce livre-là, les légendes ont été recueillies un peu partout, puis il y a un autre projet en cours, je crois. Oui, oui, justement, il y a un deuxième volet, si on veut, parce que je veux visiter, et j'ai visité et je veux visiter des régions que j'avais moins visité lors de ce projet-là, parce que là, ce projet-là était surtout le Nunavut, le Québec, l'Ontario et un peu la Colombie-Britannique. Alors, je suis retourné en Colombie-Britannique et les prairies aussi, et au Yukon. Et je pense que les gens sont tellement chaleureux et puis tellement... ils vont te raconter tout. Et puis ça ressemble, comme vous parliez, des griots. Moi, j'ai compté avec des griots. Puis les griots, souvent, justement, ils arrivent avec toute leur culture. Ben, eux autres aussi, ils arrivent avec leur culture. Puis souvent, ce sont les aînés qui ont cette culture-là. Alors, je vais m'asseoir avec les aînés, et puis là, ils vont me compter, puis ils n'arrêtent pas de compter. Puis il y a une énorme différence entre les Inuits et puis les Premières Nations, parce que les Premières Nations, il y a toujours une sorte de morale ou de leçon dans leur histoire. Puis moi, je disais, ben c'est pas nécessaire d'avoir la morale, la leçon. L'histoire est bonne. Non, il faut la morale. Tandis que les Inuits, les histoires, ils n'ont pas de morale. C'est pour s'amuser ou pour faire peur. Et ils ont deux sortes d'histoires, des histoires très drôles et puis des histoires remplies de carnage, etc. Ah oui, ils adorent ça. Oui. Ça qui brassait un peu. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai été chanceux justement d'avoir ces histoires-là et puis ensuite d'arriver puis de dire, bon, je vais essayer de faire des versions à ma façon, parce que parfois, on retrouve la même histoire d'une nation à l'autre avec quelques petites différences. Donc, en l'écrivant, on la cristallise avec notre plume à nous, c'est ça qui se passe? Oui, c'est ça. OK. Et qu'est-ce qu'on y apporte comme auteur qui écrit différents genres? C'est quoi la couleur Marc Scott? Oh, mon Dieu! Non. J'aime beaucoup l'humour. Alors, parfois, il va y avoir des nuances d'humour que j'essaie d'entrer là-dedans. Et aussi, parfois, je vais mentionner, bien ça m'a été conté par telle personne. Et puis, donner un petit portrait de cette personne-là. Comment elle l'a conté? Soit avec un rire en point, etc., ou quelque chose comme ça. Là, parce que parfois, c'est ça qui arrivait. Là. On me contait des choses en voulant voir comment je réagirais. Ça, c'est intéressant. On transmettre un petit peu le compteur avec le conte, finalement. Là, c'est un peu ça l'idée. OK. Et puis, pour revenir à ce qui a été observé dans la radio, donc, c'est justement des gens qui s'expriment à d'autres gens qui leur ressemblent. C'est un peu ça qui se passait au Mali, pour transmettre le message un peu plus efficacement. Oui. C'est un peu ça qui s'est passé. Tous les messages de prévention, les messages pour les conditions agricoles, ne serait-ce que ça, transmises dans la langue de la population qui pratique, dans ce cas-là, c'était des Peuls. Leur parler en Peul leur ouvre tout plein de possibilités. Alors que leur parler en français, ils vont comprendre un mot sur trois, puis ils vont essayer de figurer le sens de ce qui était dit. Donc, c'est autant la réalité que la langue, dans le fond, qui est communiquée, qui va permettre d'avoir une efficacité plus grande. Le plus grand respect pour une communauté qui n'est pas la tienne, c'est d'essayer d'exprimer dans leur langue. Puis, qu'est-ce qu'on pense que ça peut avoir comme effet, ces radios communautaires-là, si on parle ici au Canada? Est-ce que ça va peut-être élargir la capacité des gens à utiliser leur langue, leur fierté? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme hypothèse? La radio a toujours été un instrument d'empowerment. Et je m'excuse, le terme français est tellement pas beau. L'empouvoirment. Oui. Non, c'est ça. Mais tout ça pour pouvoir dire que... prendre action, on pourrait peut-être dire ça, pouvoir prendre action. En main, oui, se prendre en main. De s'affirmer et de s'apprécier, carrément.
On leur donne pas, ce sont des outils qui s'approprient pour revendiquer leur présence, leur identité, leur différence. Juste être qui ils sont. Exactement. Mais ça leur donne quand même un porte-voix qui serait qui diffuse plus large que juste quelqu'un dans son salon à crier devant sa télé. On s'entend. Assurément, Oui. assurément. Donc, dans le fond, il y a d'échanger entre nous dans la communauté, mais c'est aussi de faire un peu plus diffuser notre culture, puis telle qu'elle est aujourd'hui, pas telle que les images traditionnelles ou peut-être forgées l'ont été. On ne parlera pas d'image parce que depuis que les Blancs sont arrivés, l'image des communautés amérindiennes a été dictée par le colon. Donc, c'est pas l'image des gens qui habitent là, c'est pas vraiment leur culture. À hein. l'école où j'ai été, moi, ce qu'on m'a dit des Amérindiens, c'est pas du tout la réalité, mais c'est ce que les profs devaient nous apprendre parce que c'était ça le programme du gouvernement du ministère de l'Éducation. D'où l'intérêt à donner la parole, dans le fond, aux artistes, aux auteurs, puis aux animateurs de radio pour qu'ils parlent vraiment de leur propre réalité. Je vous remercie beaucoup, messieurs, et je vous garde, Éric, pour la suite de l'entrevue avec Sébastien. Merci énormément. Merci. Sébastien, on parlait un peu plus tôt du projet Yellow. Ouais. C'est un court-métrage que tu as fait. Peux-tu nous le présenter un peu? Oui, c'est un court-métrage que j'ai fait en résidence à Banff. J'étais en résidence pendant 1 mois et demi. Je travaille une typo syllabique CRI. Parce que tu es aussi graphiste, c'est Oui, ça? c'est ça. Pour payer mes billes, c'est ça. Mais je travaille beaucoup pour l'art et la culture. Généralement, je fais beaucoup des catalogues d'artistes, OK. tout partout au Canada. Donc, tu possèdes ces outils-là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis en train de développer une typo syllabique parce que je trouve qu'il n'y en a pas qui sont généralement belles, qui sont genre attrayantes. C'est long faire une typo, puis environ presque 600 caractères. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. Ça fait 2 ans que j'étais à la résidence. Fait que voilà, ça, c'est des mots que j'ai utilisés dans la vidéo que vous allez montrer, qui sont des mots positifs par rapport à quand je pense à un chien, qu'est-ce que ça me fait. Fait qu'on les voit en syllabique, puis on les voit en lettres normales. Excuse-moi, le bon mot m'échappe, là. Fait que qu'est-ce que c'est? C'est vraiment juste 1 minute. Tu vois des mots, puis c'est un peu un enseignement en même temps. Fait que si tu apprends les mots, tu vois la syllabique, c'est un peu comme la signalétique jusqu'à un certain point. Puis ça fait juste louper, c'est ça la vidéo. Okay. Puis en arrière-plan, on le remarque pas très bien, mais c'est un chien qui est en train de courir que j'ai filmé sur une réserve. Okay. Ouais. Puis la trame sonore, c'est quoi? Ah, la trame sonore, ça, c'est une bonne question. Ça, j'ai pris ce qu'on appelle un micro-contact, un contact mic. Je l'ai mis dans un os de chien, tu sais, en genre de cuir, là, en genre de peau. Je sais pas en quoi c'est fait, je pense avec la peau de porc. Je l'ai mis dedans, puis j'ai demandé à un chien de le mordre, le chien qu'on voit dans le film, de le mordre, puis je l'ai enregistré. Fait que le son que tu entends, c'est lui en train de manger. Okay. Moi, j'ai enlevé le micro, lui, il est parti avec l'os. J'aurais voulu le flatter aussi, puis mettre le micro dessus, ça n'a pas marché, mais dans ce temps-là, j'avais les cheveux vraiment longs. Fait que je l'ai mis dans mes cheveux à moi, puis je me suis flatté moi-même. Fait que peut-être qu'on a un loin, faire l'effet, puis après ça, j'ai genre modifié le son un peu pour que ça sonne un peu digital, mais en même temps que ça sonne organique. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est un condensé de quitter comme individu et comme artiste parce que le numérique, un peu, tu développes la culture numérique autochtone dans ta pratique et en même temps tes origines, puis en même temps ton intérêt vers les chiens. Donc, tu as fait un condensé dans ce cours. Oui, c'est ça, on pourrait dire ça. Oui, je ne l'ai jamais vraiment perçu comme ça, mais oui, c'est un condensé de tout ce qui fait peut-être moi maintenant en tant qu'artiste, c'est par rapport à mon passé, mon présent, puis peut-être mon futur, la typo, tu sais, le visuel, la signalétique, ouais, puis la vidéo. Mais je fais aussi du dessin, tout ça, puis on peut continuer, là, mais... Bien, donc, tu fais plusieurs pratiques, puis on a parlé tantôt de radio communautaire, donc les collectivités sont vraiment amenées à s'exprimer puis à s'écouter dans leur propre langue, mais tu participes aussi à un collectif, donc tu fais pas juste du travail solo, tu travailles en collectif, oui, le collectif Itwe. Oui, je travaille avec un collectif Itwe. Le collectif a commencé, ça fait maintenant un moment, pour le mettre en chiffre, ça fait peut-être 7 ans, c'est avec Kevin Liberton puis Caroline Monet. Là, en ce moment, c'est moi qui est en train de parler pour eux, fait que c'est un petit peu compliqué. Mais s'il était là, ça se passerait différemment. Mais on est basé entre Montréal et Winnipeg.
Les deux, on a toute une pratique indépendante, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on trouvait qu'on voulait partager nos idées ensemble. Puis on le faisait souvent. Puis on s'est dit, si on n'est pas capable de le faire à 1, on va le faire à 3. Puis le collectif essaie de plus ou moins de toucher la collaboration. Tout fait qu'on essaie de prendre le plus de monde qu'on peut, puis être extrêmement inclusif. On essaie vraiment pas d'exclusif. On essaie de faire en sorte que tout le monde qui vient voir les œuvres ou qui vient voir notre travail ont un sentiment d'appartenance envers qu'est-ce qu'ils sont en train de voir. Ils se reconnaissent à l'intérieur de ça. Ils reconnaissent un passé, un présent, puis un futur. Puis on a fait un projet qui s'appelle Manifest TP, qui voyage encore maintenant, même après, ça fait longtemps, là. Ça fait probablement, je sais pas, ça fait peut-être 5-6 ans que ça existe, le projet, tu sais. Fait que ça évolue, puis là, c'est vraiment en train d'avoir comme vraiment du momentum. Fait que c'est ça, on essaie de toucher tout le monde puis de le faire voir par le plus de personnes, mais c'est comme si on prenait le terrain, la place, l'emplacement par les tipis. Puis les tipis, c'est plus ou moins s'il n'y avait pas eu de colonialisme, on va dire. Si, je dis si parce que c'est arrivé. Mais je dis si, ouais. Tantôt, on a eu l'histoire un peu. Ouais. Si ça n'avait pas arrivé, ça aurait l'air de quoi maintenant, l'architecture? Puis comment qu'on serait perçu, comment qu'on se percevrait? C'est sûr qu'on prendrait des éléments, je suis sûr qu'on aurait des bateaux, on serait plus comme dans des tipis et des choses comme ça qui ont rapport nécessairement avec le passé, mais c'est une réflexion un peu sur le présent non modifié. Mais si on aurait pu prendre des éléments de qu'est-ce que nous on trouvait qui sont bons par rapport à la culture non autochtone, puis se l'approprier, qu'est-ce que ça aurait l'air? Fait que ça, c'est une interprétation de ça. Mais aussi, on a fait des films, on a fait des films qui s'appellent War Child, Kwani, puis Teshina. Fait qu'on a pris des jeunes des jeunes de communautés du nord du Manitoba qui sont dans une école comme pas une école résidentielle, c'est un mauvais mot parce que là, ça, c'est un autre sujet, là. Mais des écoles comme dans un dortoir d'un pensionnat, excuse-moi, effacé résidentiel. Dans un pensionnat, puis on a interprété, on a aidé à écrire leur histoire. Fait que, avec le collectif et tout, fait qu'on a fait 3 histoires. On a fait un basé un peu sur les films japonais, genre Akira Kurosawa. On a fait un qui était basé un peu sur des vidéos de rap, parce qu'il y a un des individus dans Kwani qui faisait un peu plus du hip-hop et tout ça. Fait qu'on a fait quelque chose de simple puis de mouvement. Puis Teshina, c'est beaucoup plus une vie commune de elle, pas être dans le nord, mais de manquer le nord, mais qu'elle sait qu'il faut qu'elle soit dans le sud pour avoir une meilleure éducation, tout ça. Donc, c'est vraiment par la vidéo, dans le fond, que les réflexions se passent et que le message se fait. Puis, qu'est-ce qui se passe avec la radio? Comment on observe l'impact de la radio communautaire exactement? Ça, ce sera la portion de terrain de mon travail, évidemment, parce que je vais aller m'incruster sur des réserves, lesquelles, ça reste à déterminer encore, là. Mais je vais passer du temps avec les communautés pour voir leur vie de tous les jours. Quel impact est-ce que la radio a? S'il y en a un, il n'y en a peut-être pas. J'espère qu'il y en a un pour les billes à la recherche. Mais c'est aussi l'exposition des auditeurs à la culture amérindienne. Et ce que j'ai beaucoup aimé de ce que tu as dit, hors micro, c'est que tu te définissais comme un Amérindien qui est artiste, qui fait de l'art, mais pas de l'art amérindien. Et c'est ça, c'est que l'art amérindien, c'est pas ce qu'il y avait il y a 100 ans. Oui, c'est ça, ça fait partie de la culture, mais la culture a évolué aussi. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est du passé à aujourd'hui, pas juste une fenêtre close dans le passé. Sinon, parce que c'est ça, c'est souvent intéressant, parce qu'on évolue constamment, on n'a pas le choix. T'sais, si on resterait stagnant, ça serait banal, c'est absurde. T'sais. Il faut comprendre que, oui, il y a eu une situation qui est arrivée il y a 400 ans ou plus, mais maintenant, il faut apprendre à vivre avec puis aller dans le futur d'une manière positive, mais toujours en se basant dans le passé. Il ne faut pas trop nécessairement être réflectif de ça. Puis je pense que la radio pourrait émettre ça. C'est un petit jeu de mots, là, mais il pourrait émettre ça puis faire en sorte que tout le monde pourrait peut-être entreprendre ou enregistrer ou voir un peu comment que ça se passe, parce que c'est vraiment folklorique dans un sens. Pour moi, d'après moi, la radio, quand tu vas sur réserve, tu as les bingos, si tu as perdu ton téléphone cellulaire, quelqu'un va te le dire, le contenu, c'est vraiment le fun. Puis tu as la musique, puis tout ça, puis des gens qui ont besoin d'aide. Tu sais,
c'est un réseau, tu sais, c'est une manière de passer le mot, de passer des messages, tu sais, des messages positifs aussi. Et puis c'est aussi, ce qui est bon est aussi mauvais, malheureusement, pour les radios autochtones, parce qu'ils n'ont pas accès à du financement. Parce que sur la réserve, tout le monde sait qui est le garagiste. Alors, je comprends pas pourquoi le garagiste achèterait de la publicité à cette station-là. Donc, comment ils font de l'argent? Le bingo. Et c'est pour ça que je disais que l'opération des radios autochtones, souvent, a de grandes ressemblances aux radios communautaires, parce que les radios communautaires se financent souvent avec des bingos ou de la même chose. Mais au niveau réglementaire, c'est deux choses bien différentes. La radio communautaire, la radio autochtone, il y a des règlements différents. Mais dans le fond, la radio, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais c'est aussi peut-être une façon de témoigner de ce qui se passe actuellement dans une communauté, dans une culture aussi. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, on est en train de... Comment je pourrais dire ça? On est en train de justement utiliser les traditions orales. Mais à la place que ça se passe alentour d'un feu, on va dire, ou tu sais, façon de parler, là, alentour d'un feu ou à un camp ou quoi que ce soit, un camp de chasse, on est en train de le faire, mais à la grande échelle, tout le monde soit capable de l'écouter. Fait que probablement, ben je sais pas, je dis ça comme ça ne doit pas tout se passer sur toutes les mêmes communautés, mais si les aînés, ils peuvent peut-être donner des cours dans leur propre langage, il y a différents types d'enseignements. Fait que c'est vraiment effervescent et positif. Là, il y a vraiment une possibilité de faire quelque chose de bien avec ça. Merci énormément, puis bonne continuité dans la recherche et dans la pratique artistique. Merci beaucoup. Merci. Il y a différentes façons de communiquer une culture, par l'art visuel, la littérature et la radio, et pour la garder vivante aussi. Et aujourd'hui, nos invités, Sébastien Aubin, Marc Scott et Éric Paulus, nous ont présenté différentes facettes de tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.